Ok, bienvenue. On continue sur la petite capsule sur les arbres. Donc, j'en avais fait une première où, en gros, j'avais expliqué le fonctionnement d'un arbre, la lecture d'un arbre, avec à la fois la structure d'arbre descendante, avec les nœuds, les branches et et les feuilles terminales, les nœuds terminaux, et à la fois le découpage en partitions. Et j'avais expliqué que le critère était essentiellement de minimiser un MSE globalement. Donc, ce qu'on disait, c'était que dans chacune des feuilles qui étaient ainsi créées, c'est-à-dire chacun des endroits de ma partition, j'avais une prévision unique, donc j'avais quelque chose d'homogène qui était fondamentalement la moyenne empirique qu'on observait dans la classe, okay, ou la majorité si jamais on travaille sur un problème de classification, et que ce MSE s'interprétait comme étant un indice de Gini quand on est sur un problème de classification. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus pour continuer et expliquer la manière dont on a constitué notre arbre. Donc je vais juste basculer sur mes slides. Ok. Donc, ce que j'avais évoqué, c'était que et c'est l'idée assez maligne de Leo Riemann, dans cette méthode carte, de dire ok, on a envie de créer des partitions, on a envie de découper l'espace en plusieurs sous-régions, mais regarder tout l'espace, c'est trop compliqué. Et donc, il avait proposé cette approche, alors ce qu'on appelle de manière un petit peu formelle, un algorithme glouton descendant. Okay, donc, ce qui va nous donner un arbre, okay, avec des divisions binaires qui vont être basées sur une variable avec un seuil. Okay, bah, ça permet d'aller vite. Okay, ça permet d'avoir quelque chose qui sera sûrement pas optimal. Okay, si jamais je vous constitue 3 classes, ce ne sera pas forcément les meilleures 3 classes qu'on aurait pu constituer si jamais on s'autorisait toutes les formes et tous les découpages possibles. Mais on l'a fait en un temps raisonnable. Et deux, on a cette visualisation visualisation en arbre de décision en fait. Donc ça vient du fait qu'à chaque découpage, je ne peux utiliser qu'une seule variable. Donc ça revient à dire que je peux avoir une interprétation du découpage de ma branche, donc du moment où mon nœud se découpe en deux. D'accord ? Donc on a cette chose descendante, dans le sens où on part de tout le monde. Donc la première partie, c'est de dire j'ai tout mon espace, donc j'ai mon x1 et j'ai mon x2, et je vais descendre dans le sens où je vais commencer par faire un découpage. Je vais avoir un découpage de tout mon espace en deux, la partie gauche, la partie droite. Et une fois que j'ai créé ces deux classes, je vais me focaliser, donc ce qui va revenir à dire je partais de tout le monde au départ. Ensuite, je vais créer ma classe A, je vais créer ma classe B. Et ensuite, je reviens au problème initial. Donc, on a cette mécanisme itératif où, et l'idée du glouton, c'est de dire, du séquentiel, hein, c'est de dire, je ne fais pas de pas en arrière, mais exactement comme on faisait du stepwise, par exemple, où on disait, soit je garde cette variable-là, soit je la supprime. Et une fois que j'ai supprimé, je ne peux pas revenir en arrière. Okay, donc là, c'est pareil, je vais découper en deux les parties A, la partie B. Et une fois que j'ai découpé, je ne reviens pas dessus. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'étape d'après, je reviens exactement au même problème. Okay, sauf que cette fois-ci, je regarde sur la sous-partie de l'espace qui était mon espace A, puis je vais le redécouper en deux. Et je vais prendre mon sous-espace B, je vais le redécouper en deux. Okay, donc je vais prendre cette partie-là et me dire, ok, je me retrouve dans le cas précédent, comment est-ce que je vais découper de manière optimale ? J'ai deux solutions, soit je coupe horizontalement, soit je coupe verticalement. Okay, pareil pour la partie B, puis après, au fur et à mesure, donc première étape, ça va être de découper A, je vais obtenir 2 sous-régions. La partie B, je vais obtenir 2 sous-régions. Je vais obtenir 4 feuilles. Et là, je vais me reposer la même question. Je vais redécouper chacune des feuilles en deux. D'accord ? Donc, on va avoir, mais vraiment fondamentalement, ce découpage à chaque fois binaire, où on va doubler le nombre de classes à chaque étape. Okay ? Alors, ça, c'est au niveau de la théorie. Hein. Je reviendrai un petit peu sur un problème important du jardinage, qui est le problème de l'élagage. Comment est-ce qu'on découpe nos arbres ? Donc on verra, on a deux solutions. Soit on laisse l'arbre grandir jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que mes individus se retrouvent tout seuls finalement, que chacune des classes se retrouve avec un seul individu. Okay, soit au moment où je me décide à découper une classe, je le fais que si un critère est satisfait. Okay, ce qui sera l'approche que nous on va retenir, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à les couper des feuilles si jamais ça ne sert à rien, si jamais en gros je n'ai pas suffisamment de gains sur mon MSE. Voilà. Donc c'est ça dont on discutera un petit peu par la suite. Donc on a cette méthode itérative et gloutonne qui ne sera peut-être pas optimale, mais qui permet d'aller très très vite. D'accord ? Donc comment se fait cette division binaire récursive ou séquentielle ? La première étape, c'est de trouver la variable. D'accord ? Donc on en a déjà parlé. Quand on est à un moment donné, donc quand on est dans une, on va dire, on va appeler ça une feuille, on est dans un nœud, okay, j'ai une certaine population, il faut que je trouve
quelle variable j'utilise et quel est mon seuil. Donc, j'ai ma variable xj et j'ai mon seuil, alors qu'il s'appelle c ici. Okay, et ce que je vais dire, c'est qu'il y a deux régions, il y a la partie gauche et la partie droite. Donc, soit je suis plus petit que mon seuil, soit je suis plus haut. Okay, ce qui va me donner fondamentalement ces deux régions, R1 et R2, qui vont dépendre de ma variable et de mon seuil. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Si j'ai deux variables, j'ai deux formes possibles pour ma région de l'espace. Okay, donc, ça, c'est mon x1, ça, c'est mon x2. x1, x2. Première chose, c'est de dire, OK, j'ai découpé suivant la variable x1. Donc, j'ai forcément fait un découpage comme ça avec ce nœud-là. Okay, soit j'ai fait un découpage comme ça avec ce nœud-là. D'accord? Donc, j'ai première étape qui est un problème un peu compliqué parce que c'est un problème discret, okay, où il va falloir que je regarde toutes les variables possibles. Mais une fois que j'ai choisi ma variable, comme on est sur un problème continu, il faut juste que je balaye tout l'espace possible des variables, des valeurs de x, d'accord, pour trouver le bon seuil. Alors, techniquement, je n'ai pas besoin de tout balayer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on va créer des classes qui sont homogènes. Si jamais je prends le temps juste de faire un tout petit dessin en 2 secondes, si jamais vous aviez des observations qui étaient là, là, là et là, okay, si jamais je décide de découper ici ou là, on voit que ça va me donner les mêmes partitions. D'accord? Donc en fait, le seuil qu'on va choisir, on voit qu'il n'est pas infini. Okay? C'est qu'au pire, c'est le nombre d'observations possibles en X. D'accord? Donc ça reste quelque chose de fini. Okay? Ça peut être long, je n'ai pas dit que ça serait forcément rapide, mais en tout cas, c'est un temps relativement qui se contrôle. D'accord? On n'est pas sur quelque chose qui va être démultiplié par la dimension. Okay, j'ai juste besoin, ça va être juste multiplié, en tout cas, ce n'est pas une puissance de la dimension. Okay, contrairement à une partition qui serait prise de manière un peu aléatoire. Ici, j'ai juste besoin de balayer tout l'espace une fois, puis une deuxième fois pour l'autre variable. D'accord? Et donc, ce qu'on va juste essayer de faire, c'est de prendre un indice de pureté et de se dire, voilà, j'ai mes deux classes. Ma classe, que j'avais peut-être appelée A ou 1, et puis ma classe B, okay, qui sont les deux classes R1 et R2. Puis je veux juste trouver. Donc, une fois que j'ai choisi ma variable J, okay, on va essayer de minimiser en C cette variable-là. Enfin, cette grandeur-là qui est mon MSE, tout simplement. D'accord? Donc, je vais calculer ça. Donc, ça va me donner quelque part un MSE minimal en J. Okay, et puis, je vais me dire, une fois que j'ai calculé ça pour toutes mes variables explicatives, je prends la variable qui me permet d'avoir le MSE minimal avec le seuil qui est en plus le seuil optimal. D'accord? Donc, l'algorithme est finalement très, très simple. D'accord? Donc, il va falloir parcourir une sous-région, puis à chaque fois subdivisionner. D'accord? Alors, donc on est toujours vraiment sur ce découpage-là. Donc, on essaye de découper l'espace suivant une variable J avec un seuil. J'ai parlé un tout petit peu d'élagage. C'est cette histoire de quand est-ce que je m'arrête. Si jamais je n'ai pas de critère d'arrêt, je vais partitionner indéfiniment. D'accord? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un individu dans chacune des feuilles, ce qui veut dire que je ne peux plus rien faire. En fait, j'ai réussi à créer des feuilles qui sont parfaitement homogènes. Pourquoi? Parce que ma variance dans chacune des classes, elle vaut 0. Il n'y a qu'une observation, donc elle est forcément égale à la moyenne. Okay, donc ça, c'est le meilleur des cas, mais ça aura n feuilles, donc ce n'est pas forcément idéal. Puis essentiellement, en gros, j'ai surapprenti. J'ai en gros créé un modèle qui modélise parfaitement ma région, mes données d'apprentissage, mais qui ne me dit rien sur la validité de l'apprentissage. Donc, je vais juste vous montrer un petit exemple de ce que ça voudrait dire. Si jamais j'avais genre 3 points comme ça, okay, le découpage que je pourrais faire serait de dire, je vais couper peut-être comme ça, et puis découper comme ça. Okay, dans ces cas-là, oui, j'ai un modèle qui est bon, mais encore une fois, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? On n'en sait rien. D'accord? Donc, effectivement, donc là, on va revenir sur les discussions base d'apprentissage, base de tests. Okay, mais créer autant de classes, autant de feuilles qu'on a d'observations, c'est sûrement pas idéal. Voilà. Donc, on va essayer d'avoir un découpage qui serait peut-être moins fin que ça, mais qui serait suffisamment pertinent. Donc, on a besoin d'avoir ce critère d'arrêt pour savoir quand est-ce que je juge qu'en fait, le dernier découpage que j'ai fait, il n'était peut-être pas forcément pertinent. D'accord? Alors, ces méthodes-là, d'où est-ce qu'elles viennent? En fait, donc j'en ai parlé un tout petit peu de Léo Breman. Hein, c'est essentiellement avec son livre sur la méthode CART, Classification and Regression Tree, qui était paru en 84, qu'on voit arriver cette stratégie. Okay,
ce découpage en arbres. Alors, ce n'est pas juste Leo Rayman, hein, il y avait encore toute l'équipe présente autour de lui. Leo Rayman a surtout rendu populaire cet algorithme. En fait, on le voit arriver dès les années 60, okay, mais pas forcément aussi populaire qu'après l'apparition du livre, en fait, où tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait une méthode qui marchait très très bien. Okay, alors très très bien. J'en discuterai ce point-là parce qu'on verra que c'est assez mauvais, mais enfin, en tout cas, c'est un point de départ pour faire mieux, et ça va être les méthodes ensemblistes. Et en particulier, on verra les notions de bagging et les notions de boosting qui sont construites à partir de ces histoires d'arbres, qui permettent d'avoir des modèles qui performent souvent bien mieux que les modèles GLM faits de manière très très simple. Okay, mais ça a été en tout cas une étape majeure dans la constitution de modèles. D'accord. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais reprendre quelques exemples et puis discuter de la construction juste pour vous montrer sur des vraies données comment ça marche, et puis je vous montrerai après les fonctions R qu'on peut utiliser. Encore une fois, il y a pas mal de packages pour le faire, et aussi pour visualiser. Donc la visualisation que je retiendrai, ça va être une classification un petit peu comme celle qu'on voit sur le schéma de droite. Okay. Avec ces nœuds qui sont mis de manière assez évidente, avec ce découpage oui-non. Donc on voit, quand on part à gauche, on a la réponse oui à la question, et quand on part à droite, on a la réponse non à la question binaire. Donc le graphe que je vous montre, c'est basé sur ma base de données Myocard. Encore une fois, les codes arriveront après. Donc dans ma base de données Myocard, encore une fois, on a le pronostic de survie. Donc au départ, on a 71 observations, donc qui sont les 29 plus 42 qui sont mentionnés ici. Donc 42, ça va correspondre à la survie, et 29, ça correspond à un décès. D'accord. Et c'est cette variable Y que j'essaie de modéliser. D'accord. Donc j'ai une variable binaire, donc c'est un problème de classification, et j'ai 7 variables explicatives potentielles. Je peux vous en donner 2 parce qu'elles sont indiquées ici. La première, c'est N6, la deuxième, ça va être Répul, puis il y en a pas mal d'autres. Et on voit arriver donc notre découpage séquentiel où on dit la première chose à regarder, c'est est-ce que la variable N6 est plus petite ou plus grande que 19. Si jamais je suis plus petit que 19, je pars à gauche, et dans ces cas-là, il y a de fortes chances pour que les personnes décèdent, puisqu'on arrive dans un sous-groupe dans lequel on a 27 observations, et dans ces 27 observations, 24 sont mortes. Donc voilà, donc si N6 est petit, on va s'arrêter là. On va avoir un groupe qu'on va considérer comme étant suffisamment homogène. Donc, on veut des classes qu'on dit les plus homogènes possibles, mais je reviendrai sur ce critère-là, qui va être en gros, est-ce que mon gain sur le MSE, il est suffisant? Okay. Donc ici, je m'arrête là. Donc, encore une fois, 24 sur 27, on est quand même sur une classe relativement homogène, et peut-être que pour isoler ces 3 individus, c'est trop compliqué. C'est essentiellement ce que ça nous raconte. Okay. Éventuellement, je pourrais en isoler un, mais isoler un, avoir une prévision parfaite sur 1, c'est nul. Okay. Donc peut-être qu'avoir un groupe de ce type-là, c'est intéressant. Au contraire, quand je pars à droite, c'est-à-dire que comme mon N6 est plus grande que 19, j'ai un groupe intéressant puisque majoritairement, les gens survivent. Okay. Donc sur les 44 observations qui restent, il y en a 39 qui ont survécu. Donc on voit que ce premier découpage, il a quand même vraiment bien partitionné, dans le sens où j'ai une probabilité, ici j'ai un P1 qui vaut, la probabilité quand je vais à gauche, elle est de 3 sur 27. Quand je vais à droite, elle est de 39 sur 44. Donc on voit qu'on a réussi à vraiment bien découper l'espace. Pourquoi? Parce que mes probabilités sont vraiment très très proches de 0 et de 1. Okay. Donc on a des classes qui sont intéressantes. La seule chose, c'est que il s'avère qu'en fait, dans les 5 qui sont là, en fait, on arrive très facilement à les isoler. Okay, dans le sens où j'arrive à créer un sous-espace très simple, uniquement en regardant la variable Répul, qui me dit que quand je suis dans cette sous-région de l'espace, en fait, ma proba de survie, j'arrive à la séparer très clairement en disant, quand je suis à droite, je survis de manière quasi certaine, c'est-à-dire 36 chances sur 37, alors que dans l'autre classe, en fait, on est indécis. Okay, donc on arrive à des classes qui sont relativement intéressantes parce qu'on a 2 classes très très grosses et très homogènes, et un petit groupe au centre où on n'arrive pas à déterminer, mais on se dit que c'est peut-être pas très grave. D'accord? Donc on a vraiment quelque chose de... donc on retrouve l'idée séquentielle, contrairement à une régression logistique. Encore une fois, je ferai une régression logistique, peut-être qui me dirait que les variables N6 et Répul sont significatives. Okay, mais ici, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire. On essaie d'avoir cet apprentissage séquentiel et qui nous donne une information importante. C'est que l'ordre dans lequel arrivent les variables me donne une information sur l'importance qu'elles ont. Okay, donc on avait un petit peu vu ça quand on faisait du lasso. Alors je ne me souviens plus la variable numéro 1 qui ressortait si jamais je voulais mettre une seule variable pour faire du lasso. Mais il y a des chances quand même pour que ce soit des variables qui soient
les variables qui ressortent dans les arbres. Donc les arbres sont aussi une méthode pour faire ressortir des variables importantes. Alors, avec cette subtilité qui est que si jamais je veux faire du lasso, ce qu'il va me dire, c'est que la variable numéro 1 qui ressort, donc si vous faites du lasso où vous avez une seule variable qui ressort, c'est qu'elle ressort dans un contexte de variable linéaire, de modèle linéaire. Okay. Ici, on n'est pas sur un contexte de variable linéaire, on est sur un contexte de découpage binaire. Donc si jamais je faisais des GLM, je dirais bah, ma variable x1 elle est importante parce que c'est celle qui a la pente la plus significative. Ici, on est plutôt dans le cas où on va dire je vais au contraire avoir quelque chose de très binaire et je vais avoir une valeur importante et une valeur élevée. Donc je vais avoir ce découpage avec ce seuil qui va se trouver ici. Okay. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que si jamais je dois faire un découpage en 2 niveaux, c'est ce découpage-là qui va être le plus intéressant. Donc ça peut être un petit peu différent, mais généralement, quand vous avez une variable qui est importante dans un arbre, il y a quand même des chances pour qu'elle vous apprenne quelque chose. Okay. Si jamais il vous dit que vos deux classes sont très différentes, votre modèle GLM, il devrait vous le dire aussi. Okay. Alors peut-être que le modèle linéaire n'est pas parfait, parce que peut-être qu'il pourrait nous dire après tu fais un deuxième découpage et on va se mettre comme ça. Donc là, il nous dirait en fait, on a une espèce d'effet quadratique qui apparaît. Donc c'est ce qu'on aurait par exemple si jamais je travaillais sur les prix des maisons avec l'année de construction, où effectivement j'ai les vieilles maisons qui coûtent cher, les maisons neuves qui coûtent cher et les maisons intermédiaires qui coûtent moins cher. Si jamais je mettais ça dans un modèle linéaire, il me dirait peut-être la variable ne sert à rien, mais c'est juste parce qu'elle intervient dans un modèle linéaire. Okay. Donc les arbres sont intéressants parce qu'ils permettent de capturer ces non-linéarités avec cette histoire de seuil. Et encore une fois, le dessin que je vous ai fait en rouge correspond à une espèce de régressogramme. Donc c'est finalement assez pertinent de l'utiliser ici. Okay. Donc je vais juste vous le faire dans mon contexte de classification. Donc le premier découpage, mon premier nœud, où j'ai toute ma population, et je vais partir soit à gauche, left, soit à droite, right. Okay. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, c'est facile, on va créer nos deux populations. Donc j'ai ma variable, en fait, à partir de ma variable x qui va me servir pour faire mon découpage, ben, je vais créer une variable indicatrice qui est je suis parti à gauche parce que j'étais plus petit que le seuil, ou je suis parti à droite parce que j'étais plus grand que le seuil. Okay. Donc je me contente de le faire dans le cas où j'ai pas. Encore une fois, le problème se pose en 2 temps. 1, je choisis ma variable, 2, je choisis le seuil. Okay. Donc là, je suppose que je me suis donné une variable et je veux trouver quel est le seuil le plus intéressant. Okay. Donc je vais discuter suivant le choix du seuil, ma variable x elle est donnée. D'accord. Donc comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement créer un tableau de contingence. Okay. Donc comme j'ai une variable binaire que je vais expliquer y qui prend les variables 0 ou 1, j'ai 2 niveaux possibles pour mes régions de l'espace. Soit je suis parti à gauche, soit je suis parti à droite. Je vais tout simplement compter le nombre d'observations qui sont à gauche de type 0, à droite de type 0, oui, c'est ça. À gauche de type 1, à droite de type 1. Okay. Et en fait, cette méthode-là nous permet de récupérer toutes les grandeurs dont on a besoin, puisque l'indice de Gini se calcule directement à partir de ça, où on voit apparaître 2 choses. On voit apparaître une notion de fréquence et on voit apparaître une notion de proportion. D'accord. Donc ici, je me place dans la partie gauche ou dans la partie droite de l'espace. Okay. Encore une fois, j'ai découpé suivant ma variable x en disant il y a la partie de gauche et il y a la partie de droite. Okay. Et je regarde à quel point je suis homogène. Donc mon indice de Gini me disait, OK, dans ma classe à droite, à quel point est-ce que je suis homogène? Donc je calcule la proba de 0 multipliée par la probabilité d'être de type 1. Okay. Donc ça me donne une notion de pureté, mais on voit apparaître ce coefficient en plus qui est la fréquence, qui me dit en gros combien j'ai d'observations. Donc là, on voit apparaître 2 choses dans cette fonction d'indice de Gini, qui revient à dire que certes, je veux des groupes qui soient homogènes. Donc je veux que la partie de droite ici soit la plus discriminante possible, mais je ne veux pas avoir des groupes trop petits. D'accord. Donc je vais avoir un facteur qui va faire intervenir ces poids. Okay. Donc ce que je voudrais, c'est aussi avoir des groupes importants. C'est que créer un groupe qui soit super homogène, parce qu'en fait, il y a un seul individu qui est tout seul dedans, c'est nul. C'est pas un modèle prédictif intéressant. Okay. Donc cette histoire de fréquence qui apparaît ici, elle est intéressante parce qu'en fait, elle va me permettre de contraindre un petit peu mon modèle et de m'assurer qu'en fait, quand je calcule mon indice de Gini, je vais le pondérer quelque part par la taille de mon effectif. C'est que je veux bien être, et c'était l'intérêt de mon graphe précédent, je reviens un tout petit peu dessus. Pourquoi c'était intéressant? Tout simplement parce que ici, j'avais créé 2 groupes qui sont très très gros. Okay. Les 2 groupes qui sont là sont des groupes qui représentent respectivement 27 et 44 individus. C'est des groupes qui sont gros parmi mes 61. Okay. Et ils sont gros et en plus, ils sont relativement homogènes. Okay. Je préfère avoir 2 groupes avec
3 chances sur 27 et 39 chances sur 44, plutôt, et qui sont en gros moitié-moitié, plutôt que de me dire, OK, j'ai créé un groupe très indécis, et puis à côté, j'ai un groupe avec 2 observations, mais très très bon, parce que j'ai prédit que tout le monde allait survivre dedans. Okay, c'est pas ça l'idée de la construction de cet arbre. C'est vraiment créer des arbres avec des feuilles importantes et avec des indices de pureté qui soient les plus intéressants possibles. Okay, donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Alors on pourrait changer la mesure. Okay, je vous en avais parlé, il y a la notion d'entropie. Donc au lieu de travailler sur P1 moins P, on peut travailler sur cette vision-là qui est du P log de P. Okay, et qu'on voit apparaître ici. Donc l'idée de l'entropie va être un peu la même que celle qu'on avait avec l'indice de Gini. Okay, donc je vous montre ici sur un petit exemple. Donc j'ai repris ma base de données tout simplement de Myocarn. Donc j'ai ici le cas où j'ai vraiment une seule variable explicative. En l'occurrence, ici, ma variable explicative, c'est un 6. Okay, donc qui visiblement, dans mes données, va de un petit peu moins que 10 et va jusqu'à un tout petit peu plus que 50. Okay, donc la question qu'on se pose, c'est où est-ce que je coupe? Okay, donc couper veut dire je vais créer 2 catégories. La catégorie de ceux qui sont plus petits que mon seuil ou plus grands que mon seuil. Donc, par exemple, ici, j'avais découpé, on va dire, à peu près un niveau de l'ordre de 12 ou 13. Okay, donc, le trait qui se trouve là. Donc, j'avais dit, je vais couper à 12. Okay, donc, ici, on voit apparaître la variable y et ici, on voit la variable x. Okay, donc, on va regarder dans cette partie de l'espace. Donc, ici, j'ai mon découpage en gauche et droite. Okay, j'ai ma fréquence empirique qui est tout simplement la proportion de personnes qui sont de type survie versus la proportion des personnes qui sont de type décès. Okay, et puis j'ai la même chose à droite. Donc je peux récupérer mes 2 probas, donc qui sont en fait les fréquences dans chacun des groupes. Okay, ce qui me permet de récupérer mon indice de Gini. J'ai oublié de le préciser, mais mon indice de Gini ici, c'est l'opposé de celui que j'avais défini avant, donc c'est moins la variance. C'est moins la variance intra. Okay, donc cette grandeur-là, je veux la maximiser. Okay, donc je vais mettre ça comme ça. Okay, donc ici, on veut maximiser l'indice de Gini. Et donc, en fait, je peux calculer pour différents choix du seuil la valeur de l'indice de Gini. Donc, c'est ce qu'on observe ici, où je le calcule ici pour un seuil qui est à 20, ici pour un seuil qui est à 40. Okay, et donc, on voit apparaître cette courbe, comme ça, qui est la valeur de mon indice de Gini pour différentes valeurs du seuil. Et donc, je vais la maximiser. Et on le voit, la maximisation, où est-ce qu'elle est, enfin, l'indice, à quelle valeur est-ce qu'il est maximal? Il est maximal ici. Okay, donc il est maximal à peu près, on va dire, vers 18. Okay, et j'ai en plus le niveau. Donc le niveau va être important parce que la valeur de l'indice de Gini, c'est ce qui va me permettre ensuite de comparer par rapport aux autres variables. D'accord, donc je l'ai fait ici pour une variable x, mais après je vais faire la même chose pour une autre, et puis calculer là aussi l'évolution de cette courbe, et puis la faire pour plusieurs, et puis regarder à chaque fois où se trouverait mon seuil optimal et quelle est la valeur que j'obtiens. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire, une fois que je n'ai pas retenu la variable, savoir qu'elle était importante, ce n'est pas très intéressant. On reviendra un petit peu sur cette affirmation par la suite, parce que ça nous permettra, éventuellement, on va quand même se poser la question de dire, mais supposons qu'avec N6, je me retrouve très exactement ici, mais supposons qu'avec une autre variable, je me trouve un tout petit peu en dessous. Certes, ce n'est pas celle-là que je vais retenir, mais ce qu'il est en train de me dire, c'est que ça aurait été quand même possible de l'apprendre, et que ça n'aurait pas été stupide. Okay, donc ça va nous permettre d'introduire une fonction qu'on va appeler une fonction d'importance de variable, qui va tenir compte du fait que je n'ai pas forcément choisi cette variable-là, mais que d'un autre côté, j'aurais presque pu la prendre parce qu'elle n'était pas si éloignée que ça de la valeur optimale. D'accord? Donc on va garder ça un petit peu en tête pour la suite. Okay, donc la première chose, c'est de se dire, ok, je vais faire un découpage. Donc mon découpage, il avait été fait, on le voit ici, en disant, je vais créer cette catégorie à 18. Donc en fait, mon seuil à 18, il est là et il est fixé dans le marbre. Okay, donc là, c'est mon apprentissage glouton et séquentiel où je ne reviens pas en arrière. Okay, donc la première étape était de dire, je coupe suivant le fait qu'on est plus petit ou plus grand que 18. Okay, donc là, j'ai maintenant plusieurs possibilités parce que j'ai mon seuil. Donc mon seuil, c'était le seuil que j'avais défini auparavant. D'accord, donc là, je vais avoir 3 possibilités. Enfin, 2 possibilités. Encore une fois, je n'ai qu'une seule variable explicative pour l'instant. Je ne m'amuse pas à faire les mix possibles. Mais en gros, soit je vais découper dans la partie droite, soit je vais découper dans la partie de gauche. D'accord? Donc, on va commencer par se dire, éventuellement, je vais aller découper. Donc, j'avais défini mon premier seuil ici. Je vais aller regarder ce qui se passe si jamais j'essaie de le découper à droite. Okay,
Donc, je vais me poser la question de où est-ce que, si jamais je devais découper à droite, où est-ce que je devrais découper? Donc, je vais me dire que mon premier seuil était fixé, puis je vais aller balader mon seuil à droite. Donc, entre la valeur auparavant, puis la valeur maximale qui est de l'ordre de 55. Donc, on va aller chercher toutes les valeurs qui sont comprises entre mon 18 et l'infini, c'est-à-dire en gros 55. Okay. Et là, je vais pouvoir regarder un petit peu les valeurs de mon indice de Gini. Donc, en gros, on va récupérer la courbe qui se trouve là. Et de se dire, si jamais je dois découper à nouveau, voilà la valeur de mon maximum. Et c'est ça qu'on va s'amuser à faire. Après, l'autre solution, c'est de se dire, au contraire, j'avais découpé à 18. Je vais aller regarder la partie de gauche. Donc, cette fois-ci, je vais plutôt regarder sur la partie de gauche où est-ce que je devrais découper. Et me dire, maintenant, si jamais je dois découper à gauche, où est-ce que je découpe de manière optimale? Alors, on le voit un petit peu moins bien, mais on découpe par ici. Okay, donc, on voit en l'occurrence ici, si jamais je dois faire un découpage, je vais plutôt le faire sur la partie de droite, parce qu'effectivement, je peux avoir un gain important. Donc, j'aurais plutôt envie de dire que je vais faire un découpage qui va se faire entre une partie... donc, je vais garder ma partie de gauche, et c'est plutôt la partie de droite que je vais découper en deux. Okay, donc, c'est vraiment ce qu'on fait ici, et ça me permet en fait de créer un arbre qui s'apparentera à un régressogramme. D'accord? Donc, c'est exactement ce que je fais ici. Donc, je regarde ma variable qui m'intéresse et il me dit, premier découpage que je dois faire, il est basé sur mon 18 et quelques que j'avais obtenu tantôt. Ensuite, je vais faire un autre découpage de est-ce que je suis plus petit que 21? Et ensuite, est-ce que je suis plus petit que mon 1975? Ou est-ce que je suis plus petit que 28? Ou est-ce que je suis plus petit que 31? D'accord? Donc, c'est ça qu'on s'amuse à faire ici. On s'amuse à découper suivant juste une variable et de dire, OK, je vais découper ici, puis après, je vais découper là, puis après, je vais découper là, puis après, je vais découper par là, puis après, je vais découper par là. Et ça va me créer, en gros, 3 niveaux possibles. Okay, donc, on a une solution alternative qui va au GLM, qui va être, au lieu de dire qu'on a quelque chose de linéaire, on va avoir quelque chose qui va être éventuellement continu par morceaux. Donc, qui va être peut-être comme ça. D'accord? Donc, ça nous permet de faire un découpage optimal d'une variable continue. Okay, si je veux créer des classes optimales, c'est ce qu'il nous dit. D'accord? Donc, on a ce processus itératif pour créer nos divisions. Okay, et ensuite, on a les lagages. Donc, les lagages, j'en avais un tout petit peu parlé rapidement, mais ça revient à dire peut-être qu'au bout d'un moment, je n'apprends pas grand-chose. Okay, ou alors peut-être que dans la classe qui se trouve là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Okay, donc, c'est quand est-ce que je décide que mon nœud devient une feuille versus je continue de découper. D'accord? Donc, ça, c'est les problèmes de découpage et je reviendrai un petit peu sur les formules qui sont utilisées en R. Donc là, j'avais fait la méthode simple où j'avais juste une variable quantitative. Donc, c'était juste à chaque fois, je découpe. D'accord? Donc, je découpe en deux. Donc, on regarde si jamais je découpe à gauche, à droite. Si jamais je découpe à droite, où est-ce que je découpe? Si je découpe à gauche, où est-ce que je découpe? Donc, on peut s'amuser à découper comme ça indéfiniment, mais ce n'est pas forcément très mal. Ici, je vais mettre deux variables explicatives. Donc, les deux variables explicatives, encore une fois, elles sont continues. C'est mon x1 et mon x2. Donc, j'ai ma variable répul et j'ai ma variable p20. D'accord? Donc, je me demande, premièrement, dans quel sens est-ce que je fais mon découpage? Donc, on va regarder les deux cas possibles. Le premier cas, c'est de se dire, je vais découper verticalement, c'est-à-dire que je vais me prendre ma variable répul comme étant ma variable de découpage, et je vais regarder différentes valeurs possibles pour mon seuil. Okay? Donc, par exemple, ici, je coupe à 1500. Okay? Si jamais je regarde à 1500, voilà la valeur très exacte à laquelle se trouve mon indice de Gini. Okay, encore une fois, moins l'indice de Gini, enfin moins la variance. Okay, et on voit que la valeur optimale qu'on obtient, globalement, elle est, si jamais je dois faire un seul découpage, il devrait faire aux alentours de 1000. Okay, c'est en gros ce que ça nous raconte, c'est que le découpage optimal, il serait cette région à gauche versus la région à droite. Okay, c'est celui qui me donne un indice de Gini le plus élevé, qui est l'ordre de peut-être moins 23, moins 24. Mais j'ai une autre possibilité, c'est que je découpe suivant mon x2. Découper suivant l'x2, c'est faire des découpages qui sont horizontaux. D'accord? Donc je vais me dire, je peux découper suivant cette fois-ci la position horizontale de mon découpage. Et par exemple, ici, je coupais à 10. Okay, donc quand je découpe à 10, voilà la valeur de mon indice de Gini. Et on voit que peu importe comment je découpe, c'est assez pourri en fait. Mon indice de Gini, il n'est pas aussi élevé qu'auparavant. Donc là, je vais mettre mes deux courbes côte à côte et les superposer et dire, j'ai intérêt à utiliser la première. Okay, je vais effacer un petit peu tout parce que c'est assez laid, mais si jamais je compare mes deux courbes, on voit que, alors encore une fois, je les superpose entre guillemets, je n'ai pas les mêmes unités pour mes x, ça n'a pas de sens, mais j'avais gardé les mêmes unités sur l'axe des y et on voit que l'autre courbe, elle était vraiment dans la partie inférieure, quoi. Donc très clairement, si jamais je dois faire un découpage, et c'est ce qu'on veut faire pour l'instant, je découpe suivant répul à peu près aux alentours de 1000.
D'accord? Donc, c'est ça le premier découpage qu'on devrait faire. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va faire un découpage quand on est sur des variables continues. Okay, donc, quand j'en ai une seule, c'est facile. Il n'y a pas à se poser la question. Quand j'en ai deux, ben, je tente toutes les possibilités suivant les deux et je regarde la variable qui va me donner le meilleur découpage et pour quel seuil. Et ça va me donner mon découpage avec mon seuil pour mon B. Okay, alors, je vais prendre un tout petit peu de temps pour discuter le cas de variables catégorielles. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un arbre où j'ai des probabilités. Donc, j'ai 4 classes. Pardon. Donc, j'ai 4 classes qui sont ces classes A, B, C, D, E. A, B, C, D. 4, ça fait A, B, C, D. Okay, donc, j'ai ma variable ici qui va prendre ces 4 valeurs A, B, C, D. Je pourrais me poser des questions en termes de découpage possible. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Si jamais je veux faire 2 découpages, ça nous laisse beaucoup de possibilités. Okay, pourquoi? Parce que je peux, au point de départ, j'avais ABCD. Si jamais je veux créer 2 classes, bah, je regroupe A et B, je regroupe A et D, je regroupe B et C, je regroupe B et D, je regroupe C et D, ou alors je fais des groupes avec 3. Je regroupe BCA, je regroupe BCD. J'ai l'impression qu'il en manque. Faites le calcul vous-même, il y a quand même beaucoup de choix possibles, okay, qui vont être possibles. Donc, soit je crée des groupes avec 2, soit je crée des groupes avec 3. Voilà, c'est les possibilités qu'on a, et on voit que ça peut faire quand même pas mal de choses. En fait, il y a une petite astuce qui va être possible, c'est de se dire, en fait, je vais faire des regroupements uniquement s'ils ont du sens. Pourquoi s'ils auraient du sens? Alors, on peut le voir sur mon graphe. Alors, attendez 2 secondes. Okay, pourquoi est-ce que ça ferait du sens d'avoir des regroupements? Pourquoi? Parce que, et je pense que c'est pour ça que j'avais uniquement mis certains cas ici. Ces clés groupements, je peux les faire en fait en fonction de l'ordonnancement qu'on a. C'est qu'on le voit pas forcément ici. Alors, désolé, j'ai mon stylo qui bloque un petit peu. Je vais le recharger 2 secondes. Quand je regarde les catégories A, B, C, D, on voit que elles n'ont pas forcément les mêmes moyennes. C'est que si jamais j'essayais de les regrouper, on voit que la catégorie A, elle est relativement élevée. On voit que la catégorie B, c'est celle qui arrive juste après. Ensuite, on a la catégorie D. OK, et à la toute fin, la catégorie C. Donc, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est si jamais, effectivement, j'ai envie de faire des regroupements, mes regroupements, ils ne peuvent pas se faire n'importe comment. C'est qu'a priori, si jamais je commence à dire je vais regrouper A et D, A et C, c'est stupide. A et C, il n'y a quasiment aucune chance pour que je les regroupe parce que ça va me créer des choses très hétérogènes. Okay, donc, on revient sur une discussion qu'on a déjà eue sur les regroupements des variables factorielles, c'est que les regroupements factoriels, ils se font parce qu'ils ont du sens. Okay, donc, en fait, il faut normalement ordonner nos variables. Donc, on va ordonner nos variables suivant l'ordre dans lesquels ils sont. Et quand je vais faire mes regroupements, ben, je vais faire certains groupements qui sont possibles. C'est-à-dire, en gros, je vais mettre les catégories A et B ensemble, ou alors je vais mettre les catégories A, B, D ensemble, ou alors je vais mettre les catégories B et D ensemble, ou alors je vais mettre les catégories B et C ensemble, ou alors, qu'est-ce qu'il me reste? Les catégories B, C, D ensemble. Donc, en fait, le nombre de possibilités il devient relativement faible. Donc, ce que je suis juste en train de dire, c'est quoi? C'est si jamais je veux faire des regroupements, la manière dont on va procéder, c'est de dire, on va ordonner les valeurs par ordre croissant, okay, en fonction de nos probabilités. Donc ici, l'ordre, ça serait plutôt A, B, D, C. Et ensuite, je vais tout simplement me dire, comment est-ce que je découpe? Okay, est-ce que je décide de mettre A tout seul? Est-ce que je décide de mettre un A? Donc, je vais essayer de créer 2 groupes de catégories, mais on voit que les 2 groupes, finalement, il n'y a que 3 manières de les découper. Okay, pourquoi? Parce que je veux créer 2 groupes. Donc, le regroupement dont je vous parlais en disant je vais mettre BD ensemble, ce n'est pas quelque chose d'envisageable ici, encore une fois, parce que j'ai ce découpage binaire fondamentalement. Donc, je n'ai pas envie de dire il y a A, il y a BD, il y a C. Je veux créer 2 groupes qui seraient un groupe de première modalité, un autre groupe de deuxième modalité. Et donc, le découpage, en fait, il n'y en a que 3 possibles. Soit je mets A tout seul, soit je mets A, B ensemble, soit je mets A, B, D ensemble. Et donc, ça veut dire que je vais mettre B, D et C ensemble, soit je vais mettre D et C ensemble, soit je vais mettre C tout seul. Ok, donc en fait, le découpage, quand on a des variables qualitatives, eh ben, il se fait de manière tout seul, il se fait de manière très très simple. Et en gros, j'ai juste, si j'ai 4 modalités, j'ai 3 découpages possibles à faire. D'accord? Donc, si jamais vous avez même 100 modalités,
il n'y a que 99 possibilités de faire des regroupements. Donc, je ne vais pas m'amuser à regarder toutes les combinatoires possibles de tous les regroupements possibles. C'est qu'il y en a, on sait, ils n'ont pas de sens. C'est que des regroupements avec des modalités qui sont trop éloignées, elles n'ont aucun sens. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est juste regrouper des modalités qui sont homogènes. Et comment je sais qu'elles sont homogènes? Parce que je vais les regrouper en fonction des fréquences dans chacun des sous-groupes. Okay, donc, c'est ça qui est fait formellement quand on est sur ces variables factorielles. Okay, donc, en fait, c'est le découpage qui est proposé ici. Donc là, ce qu'il va me dire, en l'occurrence, c'est que le premier découpage, je dois le faire suivant A. Donc, le découpage qui va retenir, c'est A versus B, C, D. Okay. Ensuite, alors encore une fois, mes classes telles qu'elles étaient, c'était A, B, D, C. Okay. Donc, la question qu'on se pose ensuite, c'est OK, j'ai découpé, ici, j'ai que mes A. Ben, je ne peux pas découper suivant cette classe-là. D'accord. Ici, j'ai une classe avec beaucoup de monde, avec B, C, D. Comment est-ce que je peux faire mon regroupement? Ben, c'est facile, je vous ai dit. On a classé suivant B, D, C. Là, j'ai deux découpages possibles. En gros, soit je mets B tout seul, soit je mets C tout seul. Okay, ben, ce qu'il nous dit, c'est qu'on va mettre B et D ensemble. Donc, B et D va partir à gauche. Et C va partir à droite. Okay. Donc, encore une fois, j'ai mes deux catégories un peu extrêmes qui sont parties à gauche et à droite. Okay. Et la dernière catégorie que j'ai, ben, j'ai B et D qui sont ensemble. Ben, là, je découpe soit en B, enfin, j'ai plus le choix en fait. Donc, je me récupère en fait mes 4 feuilles, mais qui vont me donner, ben, on retrouve les fréquences empiriques dans chacune des classes. Okay. Ici, j'étais à 93%. C'est la valeur qu'on avait à peu près ici. Donc, effectivement, mon 90% était là. Je suis à peu près à 93. Ici, je suis à peu près un peu plus de 15. Okay. Donc, c'est ce qu'on observe dans la classe C, où effectivement, je suis à 14. Okay. Donc, on voit apparaître nos classes ici de manière relativement intéressante. Et ce qu'on voit, c'est le découpage. Donc, si jamais je me disais, OK, j'ai envie de créer juste deux groupes, ben, il nous dit, mettons A tout seul et mets B, C, D ensemble. Okay. Donc, on aurait ce groupe qui est vraiment tout seul, et puis l'autre catégorie dans laquelle on a les trois autres groupes, les trois autres modalités. D'accord. Donc, c'est vraiment comme ça que se fait le découpage en variable factorielle, tout simplement pour aller vite. Okay. Je n'ai pas envie de regarder tous les découpages possibles. Alors, ce serait une perte de temps. On sait que de manière efficace, si jamais je dois faire des regroupements, je vais les faire. Et parce que les groupes sont homogènes. Okay. Donc, c'est ce qui est proposé ici, donc où je redonne mes groupes. Okay. Et je vais tout simplement essayer de voir quels sont mes découpages possibles. Okay. Alors, juste une petite discussion. Ça a du sens, mais à condition qu'on ait vraiment des régions qui soient rectangulaires. C'est que la méthode carte, elle est mignonne, elle est très efficace, mais d'un autre côté, il y a des cas où elle ne marche pas. Ici, je vous ai créé deux cas très simples, qui sont deux cas où le découpage est, alors j'allais dire non linéaire, mais non, c'est plus que non linéaire, c'est non rectangulaire. Okay, non rectangulaire en X, en X1, en X2. Okay. Ici, à gauche, on a quelque chose qui va être une région un peu quadratique. Okay, donc j'ai la partie en bas à gauche, qui est la région des 1, puis au-dessus, j'ai la région des 0. Et à droite, j'ai quelque chose de parfaitement linéaire, c'est-à-dire je regarde x moins y, pour faire simple. Okay, et en gros, soit je suis positif, soit je suis négatif. D'accord. Et en fait, les classifieurs, ça marche, les cartes marchent très très mal dessus. Pourquoi? Parce que ça peut faire que des rectangles. Donc voilà ce que donnerait typiquement un classifieur carte, okay, où finalement la région qui était cette région circulaire, je vais essayer de la découper et de l'approcher par des choses qui sont rectangulaires par morceaux. Okay. Donc je vais commettre des petites erreurs, mais ce n'est pas très grave. Si jamais j'étais linéaire, on voit que de manière un peu stupide, en fait, ici je pourrais vous faire un modèle GLM parfait. Okay. Ici, en essayant de mettre un arbre, j'y arrive pas. D'accord. J'y arrive pas. Il m'encourage à prendre ces espèces de régions un peu bizarres, ou en particulier, j'ai une région rectangulaire ici, des régions rectangulaires au centre, où je suis indéterminé. Okay. Alors que je peux faire un modèle parfait. Hein. Je peux faire un modèle GLM parfait. Moi, je suis vraiment dans un espace séparable. Je ferai des SVM, j'y arriverai parfaitement, mais les arbres ne marchent pas. D'accord. Donc les arbres ont du sens à partir du moment où effectivement mon découpage en X1 et en X2 a du sens. Okay. Alors, quand est-ce que ça pourrait marcher? Ça pourrait marcher, c'est ce que j'appelle l'extension. C'est si jamais je commence à créer des nouvelles variables. Okay, donc, si jamais je ne m'intéresse pas à un découpage suivant X1 et X2, mais par exemple suivant X1 plus X2, en fait, dans ces cas-là, je peux arriver à un arbre parfait. D'accord. Donc, il faut juste se souvenir que les variables sont importantes parce que c'est ça qui est vraiment un découpage à un nœud. Je regarde une variable, mais si ma variable X1 plus X2 n'existait pas, je ne pourrais pas faire ce découpage. OK. Donc, je vais faire une petite pause, puis ensuite, je vous montrerai la mise en œuvre sous R de ces différentes méthodes. À très bientôt.